Bonjour Teresa. Bonjour. Ouf, tu es là? De la première? Oui, c'est très bien, c'est très bien. J'étais justement en train de parler avec les participants. Bonjour Tullio. J'étais en train de dire aux participants que j'espérais que cette deuxième rencontre leur avait apporté beaucoup d'informations sur le rôle des maisons d'édition dans la manière d'aider à la traduction, puisque nous sommes des pays multilingues, la Suisse et la Belgique, et que ce n'est pas toujours évident de traduire les ouvrages des autres communautés. Alors, je vais peut-être faire un tour de table parce que je ne vous connais pas bien forcément. Ce n'est pas moi qui ai préparé cette rencontre, c'est Anne Casterman. Mais je vais commencer par Teresa parce que le cas de Teresa est assez intéressant et moi, en tout cas, je le maîtriserai mieux que l'allemand, l'anglais ou l'italien, puisque moi, personnellement, je suis traductrice de l'espagnol. Donc, Teresa, alors vous écrivez en catalan et vous traduisez en espagnol et en anglais et en français. Non, 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 non. Ah bon? Non. J'ai eu peur. Bonjour. Non, je suis bilingue, catalan-espagnol, comme la plupart du catalans. Et j'écris en catalan et aussi en espagnol. Mais mes romans de fiction, je les ai écrits jusqu'au présent, tous en catalan. Et je écris en catalan et je me traduis au espagnol. Je traduis de l'anglais et du français à l'espagnol et au catalan qui sont ma langue maternelle. Hein. Alors, c'est ça. Heureusement, parce que j'avais déjà peur. Je me disais, si vous traduisez vos propres ouvrages dans toutes ces langues, il Non, ne restera plus de travail pour les traducteurs après ça. oui, non, 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 non. Mais vous êtes traductrice de formation, Teresa? Je n'avais étudié pas de la traduction à l'université parce que à l'époque, les études de traduction n'existaient pas ou n'étaient pas comme actuellement. Non, j'étudiais de la philosophie et aussi de langue classique. Enfin, j'ai commencé à m'initier dans la traduction littéraire grâce à mes connaissances, à mes connaissances de la philosophie et de le monde classique. J'ai commencé à traduire des essais et c'est ici que j'ai découvert ma passion pour la traduction. J'ai découvert que j'aime traduire et que j'ai devenu un autodidacte et j'ai devenu une traductrice. Magnifique. Et donc, on va reparler avec vous a posteriori parce qu'il faudra que vous nous disiez quel genre de roman vous écrivez. Et je crois que ce n'est pas uniquement de la littérature blanche, vous écrivez aussi des polars. Oui, 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 je fais. On va en reparler après. Oui. Alors, Tullio, vous, est-ce que vous êtes traducteur d'origine ou pas du tout non plus? Non, non, pas du tout. Hein. Moi, je suis d'origine, je suis professeur d'histoire, puis j'ai commencé à écrire des romans, des polars aussi, d'ailleurs, Ah pour bon? commencer. Oui, oui, oui. Le premier, c'est des polars que j'ai écrits en français. Puis j'ai écrit une histoire, justement. Et puis j'ai écrit une histoire, un roman en luxembourgeois, qui est ma langue maternelle. Je suis luxembourgeois, mon père étant italien, né au Luxembourg. Parce que ce roman, il traitait aussi un peu avec comme personnage principal des jeunes gens du Luxembourg, des élèves, hein, des gens que je rencontrais dans mon expérience personnelle. Et c'est ce roman-là qui a eu ce prix, qui a été traduit ensuite, et que je n'ai pas traduit moi-même, qui a été traduit donc en italien et en allemand. Mais j'écris aussi en allemand, j'écris en anglais, j'essaie. Et j'ai traduit une pièce de théâtre, je l'ai traduite de l'anglais vers le français. Donc voilà en gros les langues dans lesquelles j'ai écrit et ce que je traduis, etc. Écoutez, je vous Voilà. laisse dans de bien meilleures mains que les miennes.
Anne Casserman, je suis super contente que vous ayez Moi aussi. Bon. connecté. Donc, en fait, l'autotraduction, c'est vraiment une question passionnante. Moi, je suis super ravie d'accueillir Teresa, Tullio, David et Pierre. Et c'est une question passionnante, en fait, aussi bien pour les lecteurs que pour les traducteurs, parce qu'on se demande pourquoi l'auteur prend la décision de s'auto-traduire plutôt que de laisser un autre opérer ce transfert dans une autre langue. Donc, ces 4 écrivains sont dans des langues et des genres différents. Ils vont nous faire part de leur expérience, ce qui a motivé leur choix. D'abord, le choix de la langue d'écriture et puis le choix de la langue de traduction. Donc, la condition sine qua non pour qu'un auteur puisse s'auto-traduire, c'est forcément d'être un parfait bilingue. Et la question d'autotraduction doit se poser parce qu'il habite 2 langues. Mais la première question, parce que vous êtes finalement des gens qui font partie de pays plurilingues. Teresa, c'est l'Espagne avec les 4 langues qui sont reconnues dans les communautés, donc le galicien, le catalan, le basque, etc., mais dans les communautés autonomes. Mais finalement, pour le Luxembourg, c'est la Belgique, c'est le néerlandais, le français et l'allemand. Pour le Luxembourg, le français, l'allemand et le luxembourgeois. La Suisse, c'est 4 langues nationales. Bon, ben voilà, on est déjà dans des univers assez différents. Et finalement, la question que je me suis posée, c'était d'abord, qu'est-ce qui avait fait que vous aviez choisi votre langue d'écriture avant de vous auto-traduire? Bon, Teresa, qu'est-ce qui a fait, dans quelle langue tu écris d'abord? Est-ce que tu écris en plusieurs langues et pourquoi cette langue-là? Parce que les langues peuvent être, bon, la langue, quel est le lien? Est-ce que c'est une langue maternelle? Est-ce que c'est une langue d'adoption, une langue de scolarité, etc. Teresa? Bon, ma langue maternelle, c'est le catalan. C'est la langue que j'ai appris à la maison. Mais quand j'étais petite, tu sais que la dictature du général Franco a essayé d'effacer la diversité culturelle de l'Espagne en interdisant le catalan. Alors, à l'école, j'ai appris l'espagnol parce que c'était interdit d'étudier en catalan. Et j'ai grandi entre les 2 langues, entre l'espagnol et le catalan. Mais ma première langue littéraire, c'est l'espagnol. Oui. Parce que j'ai commencé à écrire des essais en espagnol. En espagnol. Et j'ai commencé à écrire des romans, de la poésie quand j'étais jeune en espagnol. Oui. Et elle était quand j'avais 17 ou 18 années que je commençais à apprendre à lire et à écrire en catalan. Et oui, après ça, la lection j'ai choisi le catalan pour écrire mes romans policiers. Oui. Tullio, tu as commencé à écrire en français, je pense? Oui, oui. Et Bah, qu'est-ce c'est qu'il y une a... décision, c'est une décision d'amour, pourrait-on dire, d'amour pour la langue. Je viens d'une génération où il n'y avait pas encore d'université au Luxembourg. Il fallait donc de toute façon aller faire ses études à l'étranger. Et puis, bon, la littérature qu'on étudiait à l'école, c'était la littérature française, allemande et un peu plus tard anglaise. Et grosso modo, suivant là où on allait étudier, mais ça c'était déjà avant. Moi, j'ai découvert la littérature à l'école Prévert, ensuite Camus, et avec les films, la même chose. Il y avait une espèce de sensibilité culturelle maintenant qui poussait dans une direction. J'avais des copains qui sont allés étudier en Allemagne, d'autres en Angleterre, encore peu à l'époque, et puis la France. Et donc, voilà, comme j'ai fait mes études en France, et déjà avant, je lisais surtout en français, des traductions aussi, hein, je sais pas moi, les Russes ou les Sud-Américains, je les lisais en français, et donc, par la force des choses, oui, je l'ai fini au français. Oui. Et toi, David, en fait, je signale que l'Italie accepte un nombre incroyable de langues, hein, une douzaine de langues sont reconnues en Italie, hein, en plus. Et toi, c'est un parcours encore un peu différent? Alors oui, pour parler de l'italien formellement, c'est du toscan. Oui, du toscan. Et tu écris d'abord en italien? Ta première langue d'écriture, J'ai c'est la chance l'italien ou le d'être français? toscan aussi, donc c'était facile. Mais moi, je suis né en France d'abord. Donc, c'est vrai que mon accès aux langues a été double.
mes parents parlant assez mal le français, le parlant quand même un peu. Et donc, j'ai gardé très vite, j'ai pu parler très vite les deux langues, sans accent dans l'une et l'autre langue, grosso modo aussi, ce qui était important. Jusqu'à 15 ans, j'ai étudié en France, à Nice, anciennement italienne. Mais ensuite, en allant vivre à Rome, j'ai dû me coller plus à l'italien. Et là, c'est opéré petit à petit une inversion dans ce que certains appellent la langue de l'intime. C'est la langue, par exemple, que deux frères parce que nous, on parlait, par exemple, en français à nos parents nous répondaient en italien. Mais avec mon frère, on se parlait en français jusqu'à mes 16-17 ans. Et puis, un jour, et je ne sais pas quand c'est arrivé, j'en ai aucun souvenir, on a commencé à se parler en italien, mon frère et moi. Et aujourd'hui encore, quelques années après, tout juste quelques années après, on se parle encore en italien, lui et moi. Donc, quand on se parle français, ça nous paraît innaturel. Oui. Et donc, cela fait que quand j'ai atterri en Belgique à l'âge de, grosso modo, 19 ans, où j'avais déjà dans mon bagage le projet Maelstrom, maison d'édition que j'ai créée ensuite. Oui. J'alternais déjà, en fait. J'écrivais des textes parfois en italien et parfois en français. À l'époque, tout ce qui était plutôt poésie avait commencé à être écrit en italien. Et j'ai continué à écrire de plus en plus de poésie en italien, en fait, entre mes 19 et mes 24-25 ans. Et j'écrivais plus ce qui était prose ou ce qui était plus réflexif en français. Oui. Ce qui dénotait pour moi aussi un peu la nature des deux langues, des deux cultures. L'une plus de la réflexivité, l'autre plus de l'intime. Oui. Et donc, voilà, ça c'est pour l'accès aux langues. Après, on pourra parler de la traduction. Et oui. Et pour Pierre Lipori? Pour moi, c'est un peu différent. Je dirais que je ne suis pas absolument pas bilingue. En fait, j'ai appris le français à l'école et que la Suisse n'est pas un pays plurilingue. Parce que tout le monde pense qu'on parle 4 langues partout. Mais en fait, la politique linguistique dès sa fondation de la Suisse est une politique territoriale. Donc, il y a des territoires où on parle des langues. Et moi, ayant grandi au Tessin, la partie italophone du pays, mes parents, ma mère était italienne, par ailleurs, mon père tessinois, donc suisse. J'ai grandi en italien, puis j'ai fait mes études en Italie, en Toscane en plus, donc le berceau, comme on dit, de la langue littéraire italienne, parce qu'il s'agit de la langue littéraire. Et puis après, j'ai un peu évolué par-ci par-là. J'ai fini mes études plus tard à Berne, où on parle allemand, et depuis 25 ans, je vis en Suisse romande, c'est-à-dire dans la partie francophone de la Suisse. Ce qui fait que j'ai un rapport pas bilingue ni trilingue avec les langues, mais je suis un italophone qui a appris d'autres langues et qui peu à peu a commencé à s'en servir et à se dire ah ben, ça serait intéressant peut-être de m'auto-traduire parce que peu à peu, évidemment, je commençais à vivre une vie qui était totalement francophone. Depuis 25 ans, je suis francophone et je commençais à m'auto-traduire et peu à peu aussi à écrire en français. Donc, ça évolue tout le temps. On ne peut pas dire que c'est en bloc et je pense que personne d'entre nous est en bloc linguistique et identitaire. Ça évolue, avec cette évolution, ça change. Ça commence plus, par exemple, j'écris du théâtre en français parce que j'ai une compagnie de théâtre francophone. Donc, en fait, oui, je peux l'écrire en italien, mais après, je devrais le traduire. J'écris normalement mes romans en italien parce que c'est plus aisé, presque, ça vient tout seul. Mais il m'arrive maintenant d'écrire des romans directement en français pour des raisons plutôt psychologiques. Le thème que je dois traiter a besoin d'une certaine distance, par exemple, et donc j'utilise la deuxième langue qui n'est pas ma langue maternelle. Mais c'est vrai que ma langue maternelle est l'italien et c'est ma langue de boyau, de source en quelque sorte, que j'ai entendue avant même de naître, quoi. Et voilà. Alors en fait, finalement, en plus de ça, disons qu'il y a, d'une part, vous écrivez dans des genres différents, mais d'autre part, vous avez des activités différentes. Donc parmi vous, il y en a qui sont traducteurs, il y en a qui ne sont pas au départ traducteurs, mais vous avez fait le choix de l'auto-traduction. Alors en fait, la question que je me posais, c'était en fait un peu pour quelles raisons vous avez choisi de vous auto-traduire. Et si on voit dans l'auto-traduction, si vous le voyez, si vous adoptez une démarche qui serait très, très fidèle à votre texte d'origine, ou si, comme vous vous auto-traduisez, mais que vous êtes aussi auteur, vous vous permettez avec une certaine liberté d'avoir beaucoup plus une liberté de recréation dans la traduction que vous faites. Ça va, ce que ne pourrait pas se permettre un traducteur. Voilà, donc quelle est la liberté que vous accordez quand vous auto-traduisez, vous vous auto-traduisez d'une langue à l'autre?
Je ne sais pas qui veut prendre la parole. Je vais changer l'ordre. Hein. Giulio? Je voudrais peut-être commencer parce que justement, je ne m'auto-traduis pas. Je vais être le seul donc, qui ne le fait pas, alors que, par exemple, techniquement, je le pourrais, à la limite, je pense que je pourrais être capable. Mon drame, finalement, est je parle beaucoup de langues, j'écris pas mal de langues, mais il n'y a aucune qui est parfaite. Évidemment, personne ne maîtrise parfaitement quoi que ce soit, même sans entrer dans ces détails-là. Mais moi, j'aime bien utiliser beaucoup de langues, écrire dans beaucoup de langues différentes. Évidemment, c'est un handicap qu'on se pose, et c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui donne aussi une certaine contrainte. Finalement, c'est comme si on s'imposait, je sais pas moi, à la Pérec d'écrire sans E ou je sais pas quoi. Donc, c'est une contrainte qu'on choisit. Mais du coup, quand j'ai fini un livre, finalement, enfin moi, je pense qu'un livre, on le porte en soi 1 an, 2 ans, 3 ans, certains peut-être 7, 8 ans, mais mettons 2, 3 ans. Et une fois que je l'ai écrit, finalement, je suis très content que j'en ai fini avec celui-là. Évidemment, j'aime beaucoup le voir traduit dans toutes les langues possibles, c'est clair. J'aime aussi relire la traduction que quelqu'un d'autre en a fait. Mais moi-même, je ne veux plus m'occuper de ce livre. Je suis content qu'il est là. Maintenant, il doit vivre sa vie en français. Si quelqu'un d'autre veut le traduire en allemand, en italien, je suis heureux, évidemment, bien sûr, c'est le cas. Mais moi-même, retravailler, relire, me trahir, on dit toujours qu'une traduction, c'est une trahison, me trahir moi-même ou aller dans une autre direction, puis voir, voilà, c'est quand même faible cette page-là, tu aurais quand même pu faire mieux. Enfin bref, c'est il y a tout ça qui revient, donc non, à moins que quelqu'un me fasse, qu'une maison d'édition me fasse une demande express, si traduis-le, voilà, c'est à toi de le faire. Soit, mais tout seul, comme ça, je ne vais pas m'engager sur cette voie. Mais oui, parce que j'ai vu d'ailleurs que vous aviez, si je ne me trompe pas, que vous aviez une pièce en luxembourgeois qui va avoir une version allemande. Donc, dans un allemand standard. Qui va être oui, une pièce. Dans la pièce, il y avait une pièce luxembourgeoise que j'ai traduite. Enfin, j'avais écrit au luxembourgeois, puis quelqu'un m'a dit on pourra la jouer qu'en français. Alors, je l'ai mise en français. Après, oui, ça va dans ces directions-là, les livres aussi. Mais seulement si on me le demande. Tout seul, je ne ferai pas le pas. Alors, qui veut prendre la parole? Teresa? Oui. Alors, ce sont les romans policiers surtout que tu retraduis. Oui. Ouais, dans mon cas, je suis une traductrice professionnelle. Alors, c'était naturel de me traduire mes romans au espagnol. J'avais traduit beaucoup de l'anglais, du français et du catalan à l'espagnol. Alors, c'était normal. Mais ouais, la question, c'est que je n'aime pas me traduire à moi-même. Je le déteste. Je le déteste. Parce que, tu sais, quand tu te traduis toi-même, parce que tu es l'auteur, tu as la propriété intellectuelle de ce que tu as écrit, tu as toute la liberté de faire ce que tu veux. La tentation de réécrire le texte, c'est constante. Et alors, je n'aime pas me traduire à moi-même et j'ai essayé de donner à traduire mes romans à un autre traducteur, mais c'est très difficile parce que je suis bilingue. Et alors, c'est bilingue, j'ai vraiment la maîtrise de langue. Je sais non seulement ce que je vais expliquer, mais comme je le vais expliquer. Alors, pour moi, c'est très, très difficile. Et en plus, pour écrire mes romans policiers, j'utilise un registre du catalan très, très colloquial. Et alors, il faut faire attention quand tu traduis ça, parce que si tu fais une traduction trop littérale, et tu ne comprends ce que l'auteur veut faire avec ces registres très colloquial du catalan, que ce n'est pas un registre que
c'est pas très commun dans la traduction, dans la tradition littéraire, hein, parce que c'est très colloquial. Alors, il faut jouer avec la langue parce que sinon, le résultat, c'est en espagnol, un roman très simple, tu sais, très colloquial. Parce que ce que je veux dire, c'est que la différence entre l'espagnol littéraire, l'espagnol qu'on parle dans la rue, c'est différent que la distance qu'il y a entre le catalan littéraire et les catalans qu'on utilise Dans la rue. normalement. On peut parler plus tard avec ça. Oui. David, c'est quelque chose de particulier parce que toi, tu traduis la poésie. Il y a quelque chose qui est peut-être plus propre à la poésie dans le passage d'une langue à l'autre. Oui, mais j'ai été Pourquoi confronté en fait choisis-tu à plusieurs genres parce que j'écris beaucoup de types de choses différentes. Je publie peu encore, mais par exemple, j'ai écrit de la prose avec des contes, avec un livre qui avait d'abord été commencé en italien, avec d'autres parties écrites d'abord en français, et puis à un moment donné, j'ai dû choisir. Mais par exemple, dans un projet de publication en Italie, qui n'a toujours pas vu le jour, là, j'ai préféré confier la traduction entière du français à l'italien à quelqu'un d'autre. Et d'ailleurs, ça n'a pas encore vu le jour, aussi pour ça. Mais il y a aussi un scénario de bande dessinée que j'avais d'abord écrit en français. Puis, comme le dessinateur était italien, ben, un de mes très chers amis dont j'avais traduit la poésie, Antonio Bertoli, l'avait traduite en italien. Et je me suis retrouvé à voir des formules qui étaient bien plus intéressantes dans le scénario de BD en italien. Et donc, je l'ai retraduit en français. Ah oui, mon Dieu. Donc, là, c'est passé via quelqu'un d'autre. Mais j'ai fini par retraduire ma traduction. Voilà. En poésie, mais là aussi, j'avais commencé d'abord des textes, certains en français et certains en italien. Et à un moment donné, s'est posé le choix, vu que je suis éditeur plutôt en francophonie, et que le travail de divulgation, de promotion lors d'événements, de lecture, de performances est plutôt auprès d'un public francophone pour le moment, et bien alors j'ai opté plutôt pour l'édition purement en français. Donc là, je me suis effectivement auto-traduit plusieurs livres et j'ai continué à alterner dans l'écriture, dans une langue ou l'autre. Là, actuellement, je suis par contre sur un projet que j'écris en français et que je suis en train de traduire en italien parce que le musicien qui met cela en musique est italien et comprend mais vraiment rien au français. Donc, ce qui est intéressant aussi, hein, parce qu'il a travaillé sur les 3 premiers textes sans rien comprendre. Et c'était intéressant aussi. Il a juste suivi un peu l'intonation de la voix et la musicalité. Mais après, je me disais qu'il était bien qu'il comprenne le sens quand même. Et donc, je suis en train de le traduire en italien au fur et à mesure. Et on est en train de lire des choses, d'ailleurs, avec ma femme, elle en italien et moi en français. Oui, c'est très beau d'ailleurs. Mais Oui. voilà, c'est ce que je suis en train de traduire actuellement. Ce qui était intéressant d'ailleurs dans ce projet, c'est que si j'ai bien compris, c'est que comme ce sera un projet en partie vidéo, c'est qu'il y a moyen de lire le texte en même temps qu'on entend la traduction. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment très beau. Ouais. Et puis, il y a ce précédent texte que j'avais écrit entre mes 21 et 23 ans. Et là, je l'avais écrit en italien. Déjà, l'italien est une langue, nos amis italophones le savent, très flexible, hein, très, très compressée, très flexible, comme peut l'être aussi les langues de la péninsule ibérique. Mais déjà, il me semblait avoir tordu l'italien de façon invraisemblable. Et alors là, j'étais vraiment incapable de le traduire en français au départ. Et donc, je me disais, mais déjà j'ai tordu l'italien comme pas possible, comment je vais faire en français? Et donc, j'espérais que des amis poètes francophones, et d'ailleurs, voilà, qui étaient italophones et francophones, puissent m'aider à le traduire. Certains ont essayé, ont commencé, mais prenaient vraiment beaucoup de temps, ils n'y arrivaient pas. Et donc, un jour, pris par l'urgence, mais 25 ans plus tard, vous voyez, l'urgence est relative, j'ai décidé de le traduire moi-même, mais toujours, parce que je voyais que c'était une question qui était posée aussi dans les conversations, là, toujours évidemment le faisant relire ensuite. Et l'une des choses que je fais systématiquement quand je traduis de l'italien au français,
c'est par exemple, et inversement c'est la même chose, c'est que je fais relire aussi par des personnes qui sont par exemple uniquement francophones, qui ne comprennent pas ou quasiment pas du tout l'italien, pour qu'ils me disent si ça tient la route pour un Français, pour un francophone français ou belge ou suisse, mais que voilà, quelqu'un qui sache Et je suivre le suppose français. que pour la traduction, plus que la poésie, pardon, plus que pour d'autres genres littéraires, tu te relis à haute voix. Ah, toujours, toujours, Ça. toujours lire à haute Déjà, voix, on le fait en partie pour… entendre. Et c'est clair que, par exemple, pour ce texte en particulier, mais comme pour le projet que je suis en train de faire, hein, avant de le publier sur Internet et avant de l'enregistrer, etc., je fais une lecture à voix haute d'abord en français, parce que là, je l'écris en français. Puis, quand j'ai fait la traduction, je me le relis en italien. Et toujours, il va y avoir une modification du texte original. Parce qu'il y a des choses que l'italien va m'amener que je n'avais pas captées, en fait, du français. Donc, il y a un vrai aller-retour. Oui, tout le temps. Mais je crois que Pierre Lépory va pouvoir parler de ça aussi. Non, de Oui. cet aller-retour. Ouais, les retours est toujours présent. En fait, moi, je voudrais presque me relier à ce qu'il a dit au départ de ce tour, Tullio. Il disait, j'ai plein de langues, mais elles ne sont pas parfaites. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai commencé à oser m'auto-traduire et faire des allers-retours dans les langues quand j'ai commencé à être le moins parfait possible dans les deux, y compris dans ma langue maternelle. C'est une histoire un peu cocasse au fond, mais qui n'est pas si cocasse si on pense que le même Deleuze, dans le livre sur Kafka, dit que tout écrivain écrit dans la minorité de sa propre langue. Donc en fait, l'écrivain n'est pas celui qui écrit dans la langue normale, parfaite, réussie et, comment dire, institutionnelle. Et personnellement, j'ai fait un peu ce parcours à un certain moment. L'histoire cocasse, c'est que mon rédacteur, celui qui faisait le lectorat chez mon éditeur italophone de l'époque, qui était Casagrande, qui est un éditeur à Bellinzona, m'a fait remarquer que mon roman, c'était mon premier roman, parce que j'avais commencé par la poésie, mon premier roman contenait beaucoup de gallicismes. Et il m'a posé la question très directement, est-ce que tu veux qu'on les enlève ou est-ce que tu penses que ça fait partie de ton style et donc on les garde? Et c'était mon premier roman. Je vivais depuis une bonne dizaine d'années en francophonie, disons, et je me dis, oh là là, je suis en train de perdre ma langue maternelle. Comment vais-je être écrivain dans une langue que j'ai perdue? Et j'ai une grande chance qui m'a accompagné, plusieurs chances, hein, mais bon, ben voilà, c'est très bien d'avoir des chances. C'est que j'étais voisin d'un philosophe, Arnaud Renken, qui était en train d'écrire une thèse qui s'appelait Babel heureuse et qui parlait de la traduction, notamment des traductions de Beckett, Sioran, etc., d'un point de vue de la non-correspondance possible et même de la créativité possible dans la traduction, du moment que on osait dire que la langue n'est pas une chose figée, parfaite, décidée une fois pour toutes, chose que les Français ont tout petit peu plus de différence à faire par rapport à d'autres langues comme l'italien. Mais c'est une question historique hein, de création de la langue, de façon à laquelle la langue s'est créée. Et donc, en fait, avec ce voisin que je suis allé voir en pleurant, en disant « Mon Dieu, je veux être romancier, mais j'ai perdu ma langue maternelle », évidemment, il m'a dit « C'est génial, tu as trouvé ta langue littéraire si tu as perdu ta langue maternelle ». Et là, tout d'un coup, je me suis rendu compte que oui, en effet, si je perdais un peu, si je perdais pied, en quelque sorte, dans ma langue maternelle, c'était une possibilité offerte à mon écriture et à ma créativité. Et de là, c'est débloqué, je pense, quelque chose, parce que à partir du roman suivant, qui est Sexualité, le premier s'appelait Grisou. Je n'ai pas pu traduire comme titre littéralement parce que c'est un personnage des dessins animés, donc ça ne marchait pas. Donc, je l'ai traduit sous le titre Sans peau. Et là aussi, je dois remercier le fait qu'il existe en Suisse comme ailleurs des éditeurs qui sont prêts à accepter des expériences un peu particulières, comme l'autotraduction. Et dans mon cas, c'est les éditions d'en bas, Jean Richard, que vous avez pu voir au cours de la matinée. Je me suis dit, bon, essayons alors de passer au français. Je ne serai pas parfait, mais je ne suis pas parfait non plus en italien. Et surtout, j'ai commencé à faire ça parce que le personnage principal de mon deuxième roman, lui aussi disait qu'il avait abandonné sa langue. Alors, c'était pour une autre raison. Il avait très peur de son passé italophone. Et donc, il disait, je suis devenu francophone, ce qui n'était pas vrai. C'était une feinte pour lui, pour fuir son passé. D'accord, mais en fait, j'avais dans les mains un personnage qui disait, ah non, non, moi je parle et je pense en français, alors qu'il était italophone. Et j'ai dit, OK, je l'ai écrit d'abord en italien, et puis j'ai dit, ben, ça devrait marcher aussi si j'essaye de l'écrire en français, parce que mon personnage,
lui aussi, il est un peu dans cette position. Et là est né ce projet assez particulier qui est Sexualité, parce qu'après, on s'est dit, comme il y avait un autre personnage qui parlait allemand et des voix alternées dans ce roman, bon, ben voilà, on va aussi le traduire en allemand pour voir ce que ça donne. Et puis, on ne s'est pas arrêté là. C'est pour ça que je remercie beaucoup mon éditeur, parce que j'ai un éditeur assez fou, au moins fou autant que moi. On a décidé d'en faire 4 livres, c'est-à-dire les 3 livres monolingues et en volume trilingue, où à chaque fois que le personnage changeait, c'est-à-dire évidemment par chapitre alterné, que la parole était prise en charge par un autre personnage, ça changeait de langue. Donc, on a un livre qui alterne italien, français et allemand. Allemand, c'était une traductrice auquel on a demandé de faire ces traductions. Et par ailleurs, une traductrice qui, elle aussi, perdait un peu pied parce qu'elle a grandi au Tessin. Elle est de langue maternelle italienne, mais elle traduit vers l'allemand. Donc, en fait, on a commencé à faire ces jeux d'aller-retour. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, il n'y a pas de limite. Donc, c'est là que j'ai commencé à écrire aussi en français. Et puis, à voir, des fois, c'est beau aussi. J'ai des livres qui ont été traduits par des traducteurs. Et c'est beau aussi de voir ce que c'est avoir face à soi l'altérité d'un traducteur avec ces questions qui ne sont pas les nôtres. Et des fois, non, c'est moi qui prends en charge. Évidemment, pour rejoindre votre question du début, évidemment, quand on est le traducteur de soi-même, on fait ce qu'on veut avec le texte, ça c'est évident. Donc, par exemple, quand j'ai traduit des livres diachroniquement, c'est-à-dire un peu plus tard par rapport à leur première version en italien, j'étais non seulement plus libre, mais je commençais, je pense que Tullio l'a dit, je commençais à me dire, ouh là, je suis plus d'accord avec ce que j'avais fait, parce que j'avais mûri aussi comme écrivain, et j'ai dit, ok, je change, j'ai déplacé des chapitres, j'ai déplacé des passages, etc. Mais on y reviendra parce qu'il y a toute une technique aussi de l'auto-traduction qui ne correspond pas à la technique de la traduction, évidemment. Oui, mais qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'ai eu un petit changement ici. Mais écoutez, justement, est-ce que c'est le même plaisir que vous éprouvez en écrivant et en vous auto-traduisant, ou bien c'est un plaisir différent? Tullio, je vois que forcément. C'est pas, comme je disais déjà avant, c'est pas un plaisir du tout. Donc, pour moi, c'est une corvée parce que, et peut-être, ce qu'a dit Pierre est très intéressant. Donc, je n'ai pas étudié la traduction ni rien du tout, mais pour moi, traduire, c'est trahir, certes, mais traduire, j'avais toujours ça dans l'idée, il faut respecter le texte original. Oui. Quand on constate que le texte original, bof, il n'est pas... nous savons qui nous sommes. Ça, c'est franchement, c'est un peu limite. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que, justement, on change, comme Pierre a dit, ou est-ce que, par respect à la chose, non, il faut absolument respecter le texte avec ses faiblesses. Et ça, c'est quelque chose que, non, si je le traduis, j'aimerais le changer de fond en comble, mais alors, si je le change de fond en comble, j'aimerais déjà le changer dans la langue originale de fond en comble. Donc, ça devient un espèce de cercle vicieux dont on ne sort pas. D'un autre côté, comme on écrit toujours le même roman, enfin, grosso modo, mais quand même, on écrit souvent la même histoire, pourquoi ne pas laisser reposer ce texte, paix à son âme, où on en revient, on trouve, ah non, c'était quand même pas mal. Hein. Le premier livre que j'ai écrit comme ça, c'était je vais dire une arrogance folle, mais il y a n'importe tout et n'importe quoi. Il y a des pages très très belles, il y en a d'autres qui sont horriblement mauvaises, en tout cas je trouve maintenant, avec les cheveux grisonnants et tout ça. Donc, revenir à ce texte, ça fait mal quand même, quelque part. Ça fait mal de le relire. On est content de l'avoir fait. Hein. Je ne renie aucun de mes livres, ce n'est pas du tout ça. On est content de l'avoir fait. Il y a même une fierté, mais quand même, relire, traduire, moi, c'est quelque chose qui émotionnellement, oui, peut-être c'est ça. C'est émotionnellement, ça pèse trop. Je préfère alors aller vers du neuf, écrire un nouveau truc qui, on l'espère, sera toujours meilleur que l'autre. Enfin, d'une certaine façon, on aime progresser, même faire autre chose, et laisser traduire par quelqu'un d'autre qui ensuite te donne la traduction et dit, tiens, j'ai fait comme ci, comme ça. Là, c'est tout à fait d'accord. Si on travaille avec une deuxième personne, c'est lui le spécialiste, c'est lui qui vient demander conseil, on accepte, on dit, ah, tiens, on peut en discuter. Alors, on a tout de suite beaucoup plus de distance par rapport au texte. Mais si on est seul à seul avec son texte d'il y a 5, 10 ou 20 ans, pour moi, je parle juste pour moi, c'est comme revoir peut-être une ex-amie, fiancée, finalement on s'entend bien quand même, mais
Ah oui, quand même, oui, il y a eu quand même des accros, il y a eu des bons et des mauvais moments, et puis c'était bien de se revoir, mais pas trop, pas tout le temps. Teresa, tu veux ajouter quelque chose? Teresa, oui, mais quelle était la question que tu as posée? C'était le plaisir dans la traduction, le plaisir dans l'écriture aussi. Si c'était le même plaisir, si tu pouvais éprouver un vrai plaisir à t'auto-traduire malgré tout, si la jouissance était plus grande dans l'écriture. C'est différent parce qu'il s'agit de des activités, ce n'est pas la même chose. Oui. J'aime beaucoup traduire parce que dans la traduction, tu as déjà le texte, une autre personne a imaginé, et ce que tu dois faire, c'est seulement de te focaliser dans la langue, non? Oui. De trouver le style. Dans la création, c'est différent parce que tu qui as décrit le scénario, etc. Et ce n'est seulement le style littéraire, il y a autre chose, notamment dans le roman policier. Alors, c'est différent. Pour moi, l'écriture, c'est pas très amusant. Je veux dire, c'est amusant, non? J'aime bien d'écrire, mais quelquefois, il est vraiment, je ne sais comment dire, douloureux, non? C'est une expérience très, très intense. Alors, Oui, mais maintenant, la pratique de l'autotraduction, est-ce qu'elle a modifié aussi éventuellement votre rapport au traducteur qui traduit votre livre? Bon, naturellement, ceux qui ont déjà une expérience de la traduction, ce n'est pas la même chose, hein, mais ceux qui n'ont pas l'expérience de la traduction de textes extérieurs, finalement, le fait de s'autotraduire. Bon, d'abord, quelle est la version que vous voudriez qu'on traduise? Teresa, tu veux qu'on traduise à partir de ton espagnol ou à partir du catalan? Je suppose. de catalan. Du catalan, hein? Oui, Bien sûr, ce que j'allais dire. oui, Bien oui. sûr. Parce Bon, que maintenant, pour les autres. Parce que c'est l'original, tu sais. Oui, pour toi, donc, ça reste quand même l'œuvre originale. Oui. L'espagnol, c'est une réécriture de ce que j'ai déjà écrit, mais l'original, c'est l'espagnol. Alors, il y a quelques... Mes romans ont été traduits dans quelques langues qu'il n'y a pas de traducteur de catalan, et alors, ils ont traduit à partir de l'espagnol ou de l'anglais ou du français. Français. Mais je préfère, par exemple, en italien, en allemand, en français, en anglais, mes romans ont été traduits à partir de le catalan. Oui. Pierre, je vois que tu veux réagir par rapport à ça. Est-ce que pour toi, c'est important aussi? Alors, ouais, moi, je ne considère pas qu'il existe en original, justement parce que ça m'intéresse plus d'être dans l'originalité différente, en quelque sorte. Par contre, je pense que la traduction, pour moi, personnellement, devrait se faire sur la dernière version. Parce que, ben voilà, comme disait Tullio, quand on traduit quelqu'un d'autre, on essaie d'être hyper fidèle, mais justement parce que c'est une question de respect pour le travail d'autrui, alors que quand soi-même on se trahit très volontiers, parce que c'est bien de se trahir soi-même, ça fait moins de mal par rapport aux trahisons avec les autres. Je pense qu'il faudrait retraduire, si on doit traduire et quand on doit traduire, on traduit à partir de la dernière version parce que c'est la plus retravaillée. Et par rapport à la question de la jouissance, moi je suis un grand jouisseur devant l'Éternel, donc pour moi écrire, même quand c'est dans la douleur, c'est une jouissance de la douleur. Même si c'est affreux, c'est jouissif, je suis totalement graphomane. Et donc, oui, traduire, pour moi, c'est écrire de toute façon. Même si, quand je traduis quelqu'un d'autre, parce que je traduis aussi des livres, surtout de la poésie et un peu de théâtre, même si quand je traduis des autres, je leur dois un certain respect, je traduis avant tout dans la jouissance, parce que pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'un geyser, quoi. C'est pas une question ce n'est pas quelque chose que j'étudie très soigneusement avant de... Même, ça m'arrive de commencer à traduire des livres sans les avoir finis, parce que j'ai une urgence de commencer à traduire parce que j'adore ce livre, et puis peut-être je découvrirai après ce que c'est. Ce qui ne veut pas dire que je ne me relis pas et qu'il n'y a pas un long travail, y compris un long travail de lectorat et de travail avec les éditeurs, bien sûr. Vous voulez ajouter quelque chose, Tullio ou David?
par rapport à ceci? Bon, maintenant, il y a, disons, certaines langues qui sont, entre guillemets, plus prestigieuses que d'autres, minorées, etc. Est-ce que ça joue aussi dans le choix de vos langues? Je veux dire, bon, le catalan, le traduire en espagnol, est-ce que c'est pour accéder à un plus grand public? Bon, le luxembourgeois traduit en allemand, idem. L'italien, est-ce que c'est l'italien du Tessin ou l'italien d'Italie? Est-ce que ça va jouer dans vos écritures? Et pour David, je ne sais pas quand il écrit en français, puisqu'il a quand même été en France aussi. Finalement, il est influencé par les variantes éventuellement de la langue en Belgique. Comment est-ce que ça intervient, tout ça, ces nuances et ces variantes de la langue? Ah, Oui, vas-y, Tullio. chez moi, c'est assez facile. C'est on pourrait finalement dire que le sujet, en grande partie, prime le choix de la langue. Donc, j'avais commencé à écrire en français, puis ce livre Amok, qui parle donc de jeunes en rupture de société. J'avais aussi commencé à l'écrire en français, mais je me suis très vite rendu compte, oui, alors j'utilise un espèce de français de banlieue comme on le lit dans les romans, mais que finalement, en effet, moi, en l'occurrence, je le connais uniquement par la lecture et ça sonne faux au possible. Alors je me suis dit, c'est un livre assez cru, assez violent, assez vulgaire dans le choix de la langue. Je me suis dit, je peux uniquement l'écrire en luxembourgeois. Donc, je l'écris en luxembourgeois. Pour d'autres sujets, je repasse au français. J'ai écrit en allemand. Le personnage principal était une jeune fille de 17 ans qui avait lu beaucoup de romans de fantasy, enfin toute cette littérature pour jeunes adultes. J'avais lu aussi, je me suis dit, tiens, là, je pourrais l'écrire en allemand parce que j'ai lu ça en allemand et même les jeunes luxembourgeois lisent ça en allemand. Donc, c'est toujours le sujet qui prime, le point de vue qu'on veut prendre. Par contre, comme dit, le livre que j'avais écrit en luxembourgeois qui a été primé et traduit, un très, très gros problème au début était de trouver un traducteur qui traduise du luxembourgeois vers le roumain, par exemple, ou vers le serbe, etc. Et ce n'est qu'au moment où le livre a été traduit en italien et puis en allemand aussi, que d'autres traducteurs, d'autres maisons d'édition sont montrés intéressés, mais ceux-là, effectivement, par exemple, la traduction serbe a été faite à partir de l'italien. Là, il y a beaucoup plus de gens qui connaissent ces deux langues-là. Avec l'allemand, c'est un peu pareil. Quand on écrit en luxembourgeois, on est très longtemps, quand on est au Luxembourg, pas mal de gens arrivent à le lire. Un Allemand le long de la frontière arriverait à le lire, à comprendre grosso modo, mais évidemment, on est enfermé dans cette langue et le livre ne sortira que lorsqu'il est traduit dans une des grandes, entre guillemets, langues européennes, voire mondiales, et là, le livre va acquérir une deuxième vie comme ça. Oui. Et ce n'est pas ça, en tout cas, qui va déterminer le choix de la langue quand j'écris. J'écris ce que j'ai envie d'écrire et la langue, c'est presque naturel. Au bout d'un moment, on commence avec une langue et ça peut être que ça, finalement. Oui. Maïté, tu veux ajouter quelque chose concernant ton Oui. espagnol? Entre le catalan et l'espagnol, c'est quand même une question peut-être un peu plus politique aussi, ou bien si on peut aborder ça légèrement. Ton dernier livre, Octobre. Alors, comme je suis arrivée en catastrophe ici, moi qui avais tous vos livres, ils voulaient les montrer, ils sont restés chez moi. Oui. Mais Bon, donc, ce roman Octobre, il n'a pas trouvé un éditeur en espagnol parce que c'est un roman qui parle de le 1er d'octobre de 2017, quand la Catalogne a fait le référendum. Et alors, je n'ai pas trouvé un éditeur en espagnol avec ce roman, mais ça, c'est notre question. Non, quand j'ai commencé à écrire en catalan et j'ai écrit le premier roman, Un crime imparfait, je ne croyais pas que j'étais un écrivain de polar. non.
Non, 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 parce que j'avais écrit une nouvelle où c'est vrai qu'il y avait une morte, il y avait du crime, des détectives, mais je pensais que ce que j'avais fait, c'est un satire, Une satire, oui, satire de la de la société société catalane, catalane, hein, bourgeoise. Mhm. avec de l'humeur. Et il a été ma éditeur qui m'a dit non, ça c'est de policière, on va vendre comme policier. Et après, j'ai décidé de continuer euh, écrivant un roman policier pour faire une critique de la société catalane. Et quand j'ai fait ça, j'ai choisi de le faire m'éloignant de ce langue littéraire très, très élevé que les écriteurs catalans utilisent ou ont utilisé, dans un choix pour essayer de préserver la langue dans la dictature. Tu sais, dans la dictature, les écrivains catalans ont décidé d'adopter ce registre très, très élevé, d'écrire de grandes œuvres pour sauver la langue. Oui. Mais je voulais, dans mes romans, de mettre ces langues colloquiales, populaires qu'on utilise. Et bon, c'est pour ça que j'ai choisi le catalan pour écrire mes romans, parce que je voulais aussi mettre en valeur la langue que parlent les classes populaires. Je déteste la notion de la perfection, de la pureté, de ce qui c'est correct, de ce qui c'est incorrect, parce que la langue, c'est à tout, non seulement de les académiques, non seulement de les écrivains, c'est de tout le monde, non? Et je veux réfléchir dans mes romans comme les personnes s'expriment. Oui. Je vois que ça va bientôt se terminer, cette petite rencontre. Donc, je vais donner rapidement la parole à Tullio, David et Lipori, peut-être pour une dernière petite remarque concernant vraiment ce rapport entre traduire, s'auto-traduire, écrire, si vous avez envie d'ajouter quelque chose pour compléter cette rencontre, dont le compte rendu sera sur le blog de Traductive, bien sûr. Oui, brièvement, rajouter quelque chose en enchaînant sur Teresa et ce que tu disais en fait sur la liberté de la langue en fait et de l'influence de la Belgique. On ne peut pas dire vraiment qu'il y ait une langue belge, il y a des expressions idiomatiques, Oui. mais ça aussi, ça peut être utilisé, mais ça, c'est pas, pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Par contre, j'ai découvert en Belgique des auteurs, et j'en citerai deux parmi beaucoup d'autres qui ne sont plus là, Gaston Compère et Jacques Riquillon, qui étaient deux grands auteurs polyvalents, belges francophones, mais qui, par leur connaissance aussi d'autres langues, et eux, c'était surtout l'allemand qui les avait influencés, ont pour moi été des exemples de réinvention du français et de torsion du français et de condensation du français. D'ailleurs, je leur disais souvent, vous réussissez à faire du français qui me paraît presque familier comme de l'italien. Oui. Et cela m'a autorisé en fait à faire beaucoup de choses que je ne pensais pas faisables en français. Oui. Et donc, c'est l'exemple de ces auteurs-là, qui étaient de purs francophones, a aidé aussi à créer aussi une autre langue. Hein. C'est clair que ça crée aussi une autre langue. Je vais passer peut-être, comme il reste 2 minutes, Tullio et Pierre, si vous voulez dire encore un petit mot. Vas-y, Pierre. Oui, moi, juste un petit mot. Pour moi, c'est vraiment évident que cette question de passer d'une langue à l'autre, de traduire, s'auto-traduire, des passages, etc., a une valeur à la fois psychologique, c'est-à-dire pour moi, comme personne, ça me permet de faire des choses que peut-être je ne pourrais pas faire en tant que monologue, peut-être. Hein. Et puis, ça a une valeur, on l'a vu aussi à travers les mots de Teresa, politique. Qu'est-ce qu'on fait quand on transgresse cette barrière des langues? Moi qui viens vers le français, qui n'est pas ma langue maternelle, et que j'essaye d'y entrer avec la souplesse, comme disait David, de l'italien, qui est beaucoup plus souple, qui est beaucoup plus plurilinguistique déjà dans son tissu et dans son histoire. Donc, en fait, il y a vraiment des raisons qui sont très fortes dans le fait de faire ce transiter d'une langue à l'autre, qui ne sont pas seulement liées à l'auteur, mais à tout le contexte qu'il y a autour. Entre l'italien et le français,
il y a plus ou moins le même niveau de connaissance internationale de ces langues, mais en fait, déjà passer d'une langue à l'autre signifie des choses précises. Qu'est-ce qu'on fait quand on transgresse? C'est vraiment de la transgression, et moi, j'adore l'idée que la littérature doit être toujours une transgression. Magnifique, ça pourrait presque être le mot de la fin que je vais quand même laisser à Tullio. Très, très cool. Moi, j'avais retenu le mot de torsion de la langue, torsion, transgression. Donc, on est là pour tordre la langue. Peut-être pas torsionnaire, on ne va pas aller jusque-là, mais quand même tordre. Et on a de la chance, finalement, aussi pour le français, on n'a pas d'académie qui dit exactement. L'Académie française, je pense qu'en France, la langue est plus stricte, alors que nous, on a plus de liberté, il y a plus de langues à côté et on transgresse. Et à mon avis, ce n'est qu'un plus pour tout le monde. Écoutez, voilà, je vais clôturer cette rencontre. Je suis vraiment très contente d'avoir pu la rejoindre grâce à mon voisin, n'est-ce pas? Excusez-moi pour le petit retard, vraiment enchantée et je réécouterai moi-même cette rencontre avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Alors, Tullio est là grâce à Unique qui nous a permis d'entrer en contact avec lui et Pierre, bien sûr, grâce à Pro Helvetia, que je remercie évidemment au passage.